les cycles de vie ou de développement des êtres vivants. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment analyser un cycle de vie, comment délimiter les deux phases haploïdes et diploïdes dans un cycle de développement, comment schématiser un cycle chromosomique correspondant à un cycle de développement. Tous les êtres vivants à reproduction sexuée, y compris l'homme, passent au cours de leur vie et au cours de leur développement par deux phénomènes principaux, la fécondation et la méiose. Le classement en ordre de ces deux phénomènes ainsi que les étapes ou les stades de croissance donnent un peu le schéma de cycle de développement. Regardez. Ici, donc, c'est le cycle de développement de l'homme. Vous voyez donc qu'il y a des flèches rouges et des flèches bleues. Un mâle adulte et une femelle adulte en 2n est égal à 46 chromosomes. Ces cellules vont subir ce qu'on appelle donc la réduction chromatique pour donner des cycles ou bien des cellules haploïdes. N est égal à 23, donc c'est la phase haploïde. Schématisée ici par des flèches bleues. Cette phase haploïde, donc au cours de cette phase, il y a fusion entre deux gamètes, un gamète mâle et un gamète femelle au cours de la fécondation, pour former donc une nouvelle cellule diploïde. Donc on revient à la formule chromosomique, 2n est égal à 46, c'est un œuf qui va subir un développement en fœtus, en embryon, puis qui va redonner une nouvelle fois donc un homme mâle adulte ou bien une femelle adulte. Et on fait donc le cycle de développement. Vous voyez donc ce cycle est divisé en deux phases, la phase diploïde et la phase haploïde. On va généraliser maintenant les cycles de développement en général des êtres vivants diploïdes. Donc on part des cellules diploïdes ici. Elles ont toujours une formule chromosomique à 2n. Puis ces cellules diploïdes vont se transformer en cellules haploïdes à n, formule chromosomique n. Donc, pour que les cellules diploïdes se transforment en cellules haploïdes, ils doivent subir ce phénomène génétique important, le voilà ici, voilà son emplacement, qui est la réduction chromatique. On va la schématiser par les deux lettres RC, réduction chromatique. Et pour faire un cycle, donc, ces cellules haploïdes vont reformer des cellules diploïdes de nouveau, regardez, par cette flèche bleue. Donc, pour que ces cellules haploïdes donnent des cellules diploïdes de nouveau, ils doivent subir donc un autre phénomène génétique important. Voilà son emplacement, c'est la fécondation. Voilà donc les deux phénomènes principaux, à savoir la réduction chromatique et la fécondation. L'ensemble de ces deux phases, c'est un cycle de développement général ici pour tous les êtres vivants qui passent par ces deux phases, phase diploïde puis phase haploïde. Donc on va schématiser cette fécondation par la lettre F. Donc on peut diviser ce cycle en deux phases par ce trait, phase diploïde en haut et phase haploïde en bas. Alors donc ce schéma va nous aider à définir ce cycle. Voilà la définition. Le cycle de développement d'un être vivant est l'alternance de deux phases principales limitées par, donc ces deux phases qu'on vient de voir, diploïde et haploïde, ils sont limités par les deux phénomènes génétiques importants, la méiose et la fécondation. La phase haploïde, schématisée par la formule chromosomique N à N chromosome, débute par et finit par. Donc débute par quoi? Il finit par quoi? Je parle de la phase haploïde, donc il débute toujours par la méiose. Il finit toujours par la fécondation. Parce que c'est la méiose qui donne la formule chromosomique N, donc il débute la phase haploïde. Alors que la fécondation qui instaure la formule chromosomique de N, donc c'est elle qui va finir cette phase haploïde. La deuxième phase, c'est la phase diploïde, c'est un peu l'inverse. Alors la phase diploïde, elle a combien de chromosomes? Elle a 2N chromosomes. Débute par quoi? Il finit par quoi? Il débute donc par la fécondation, c'est l'inverse de la première phase. Il finit
par la méiose. Puisque la méiose donc, va faire la réduction chromatique, elle va transformer donc la formule de N en formule N. Donc à partir de l'alternance de ces deux phénomènes, la méiose et la fécondation, et à partir de la comparaison de ces deux phases, phase haploïde et phase diploïde, on va distinguer 10 types différents de cycles de développement. On peut distinguer donc 3 types de cycles de développement selon l'importance ou la durée de chaque phase. Donc vous voyez ici, puisqu'on a deux phases, ils peuvent être les mêmes, ou bien l'une peut être plus importante que l'autre. Regardez. Voilà un tableau. On va faire apparaître donc la différence entre ces 3 cycles. Alors on a 3 cycles. Le cycle peut être haplophasique, ou bien diplophasique, ou bien haplodiplophasique, c'est-à-dire les deux. Ce sont les types de cycles. Alors, on va, pour chaque cycle, décrire la phase haploïde, s'il est importante ou bien il est mineur, ou bien, et aussi la phase diploïde, est-ce qu'elle est la plus importante, est-ce qu'elle est dominante, ou bien non. Commençons par la phase, par le cycle haplophasique. Haplo, ça veut dire que c'est la phase haploïde qui est la plus importante. Plus longue, alors l'autre va être sûrement plus courte. Le cycle diplophasique, c'est un peu l'inverse. Diplophasique, ça veut dire que c'est la phase diploïde qui sera la plus importante, alors que celle-ci sera plus courte. Voilà. Alors que si le cycle est haplodiplophasique, c'est-à-dire les deux, donc vous voyez, les deux phases vont être un peu les mêmes. Elles sont égales. Passons à un exemple. Cycle de développement de l'homme. Donc, on va revenir au cycle de développement de l'homme pour chercher donc à quel type il appartient. Est-ce que le cycle de développement de l'homme correspond à un cycle haplophasique, ou bien diplophasique, ou bien haplodiplophasique? Regardez. Voilà le cycle de l'homme qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà donc la phase diploïde en rouge. C'est de ce point, c'est de l'œuf jusqu'au gamète. Et voilà la phase haploïde. Il ne correspond qu'au gamète. Regardez. La phase haploïde chez l'homme ne correspond qu'au gamète. Et les gamètes ont une vie courte. Ils n'ont que quelques jours de durée d'âge. Alors que l'homme qui contient, c'est-à-dire soit l'homme, soit le mâle, soit la femelle, qui contient des cellules diploïdes, donc ils ont une longue vie, plusieurs années. Donc, si je compare la durée de vie d'un être humain avec la durée de vie de ses gamètes, non, il y a une très grande différence. Ça veut dire que la phase haploïde est très courte, alors que la phase diploïde est très importante. Vous voyez donc la différence? Alors, ce devait être un cycle diplophasique. La phase diploïde est très importante et la phase haploïde est très courte. Il correspond seulement aux gamètes. Donc, c'est un cycle diplophasique. Passe maintenant à la schématisation du cycle de développement. C'est-à-dire qu'on va schématiser un cycle de développement pour avoir une idée sur le cycle chromosomique et son type. On peut schématiser un cycle de développement d'un être vivant par le cycle chromosomique, correspondant en utilisant des symboles appropriés. Comme vous avez vu au début de cette séquence, le cycle de développement est un peu plus donc détaillé, avec les noms des étapes, alors que le cycle chromosomique est très résumé, très réduit. Exemple, cycle de vie de l'homme, on vient de le voir, c'est un cycle diplophasique. On va essayer de schématiser le cycle chromosomique correspondant à ce cycle. Je vais vous proposer donc les symboles qu'on utilise pour schématiser un cycle chromosomique. Symboles généralement utilisés pour schématiser un cycle chromosomique. Voilà un tableau, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 symboles différents qu'on utilise pour schématiser donc les cycles chromosomiques. Vous voyez ici deux traits parallèles, très proches l'un de l'autre, alors qu'ici, il y a un seul trait. Alors, quand est-ce qu'on utilise deux traits? Quand est-ce qu'on utilise un seul trait? Deux traits, c'est pour symboliser ou bien schématiser la phase diploïde.
un seul trait, c'est pour schématiser la phase haploïde. Des points comme ça, c'est pour schématiser généralement des gamètes ou bien des spores. Deux traits qui s'unissent, qui se rencontrent, c'est la fécondation. On peut la schématiser aussi par la lettre F. Une cellule avec un noyau à l'intérieur, c'est le symbole de l'œuf, ou bien le zygote. Le zygote, c'est l'œuf. Deux traits verticaux parallèles avec les deux lettres RC, ça correspond donc à la réduction chromatique, ou bien la méiose. Alors, après avoir vu ces symboles, revenons donc au cycle chromosomique de l'homme. Cycle chromosomique de l'homme. Alors, comme on vient de le dire, c'est un cycle diplophasique. Donc, la phase importante, c'est la phase diploïde. On va la schématiser par deux traits parallèles, mais ayant une forme circulaire. Parce que on essaye toujours de faire le cycle chromosomique ayant une forme circulaire comme ça. Une forme circulaire très longue, très importante, on laisse une petite place très courte à la phase haploïde. Toujours, on va essayer de lire les cycles chromosomiques dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de ce point vers ce point. Alors en haut, c'est la fin de la phase diploïde, c'est toujours une réduction chromatique là, voilà, réduction chromatique. Après la réduction chromatique, donc les cellules diploïdes à 2 N, les voilà, vont se transformer en phase haploïde à un seul N, c'est à ce niveau. Donc on aura la méiose, formation des gamètes. Voilà le premier gamète, deuxième gamète, troisième gamète et quatrième gamète. Ce sont des gamètes, ils sont haploïdes, N. Leur durée de vie est très courte, comme on vient de le dire, alors leur devenir, c'est de participer à la fécondation. Deux gamètes, un mâle et un gamète femelle, vont s'unir. Bon, supposons ici qu'on a deux gamètes ici différents, vont s'unir pour donner l'œuf au zygote. C'est la fécondation. C'est la limite donc de la phase haploïde ici. Et le début de nouvelle phase, c'est la phase diploïde. Regardez donc, la phase diploïde est très longue, la phase haploïde est très courte, donc le cycle chromosomique de l'homme est de type diplophasique. Continuons. Je vais récapituler maintenant un tout petit peu. Caractéristiques du cycle chromosomique diplophasique. Alors, si le cycle chromosomique est diplophasique, il va être caractérisé par certaines caractéristiques. Premièrement, la phase diploïde doit être toujours dominante. La fécondation suit directement la méiose et la phase haploïde ne concerne que les gamètes. Et on sait que la durée de vie des gamètes est très courte. Je vous propose quelques exemples. Bon, on va commencer par le premier exemple. Cycle de développement chez l'algue Spirogyre. C'est une algue. Donc, c'est une plante aquatique. Je vais vous proposer quelques photos de cette algue. C'est une algue d'eau douce. Voilà ici, par exemple. C'est comme ça qu'elle apparaît dans l'eau. C'est une algue filamenteuse avec beaucoup de filaments. Ici, à droite, ce sont des filaments un peu agrandis au microscope. Voilà un agrandissement donc d'un filament de Spirogyre. Alors voilà ici donc les mêmes filaments agrandis par le microscope. Ici c'est les mêmes filaments agrandis aussi. Et ici donc c'est un phénomène qu'on va voir tout à l'heure, c'est l'œuf. Donc ici c'est un phénomène appelé conjugaison, c'est un phénomène génétique très important chez cette algue. Alors avant d'arriver à ça, donc je vais vous dire que cette algue normalement c'est une algue qui se reproduit, c'est une algue qui se multiplie d'une façon asexuée, on ne dit pas voie asexuée. Il n'y a ni mâle ni femelle normalement, donc il n'y a ni gamète mâle ni gamète femelle. Mais quelquefois, au cours de certaines périodes, il arrive que ces filaments se rapprochent l'un de l'autre, comme vous voyez ici. Ce filament se rapproche de l'autre, ici un filament se rapproche d'un autre filament. Ils apparaissent qu'ils sont identiques.
Donc, on ne peut distinguer ni le filament mâle, ni le filament femelle. Donc, ces deux filaments se rapprochent deux à deux. Ils vont créer des liaisons, regardez, des liaisons entre les filaments. Ici, nettement, on les voit nettement, ces liaisons entre les cellules du premier filament et les cellules du deuxième filament. Alors, ces liaisons, on les appelle des ponts de conjugaison. Et ce phénomène est appelé phénomène de conjugaison. Comme je viens de dire, c'est un phénomène important génétiquement pour ces algues. Au cours de ce phénomène, comme vous voyez ici, le contenu des cellules d'un filament passe vers les cellules de l'autre. Donc, il y a un filament qui donne, il y a un filament qui reçoit. La même chose ici, regardez, le contenu de ces cellules est passé dans les cellules du deuxième filament. C'est le phénomène de conjugaison. Alors, on peut la considérer génétiquement comme une reproduction sexuée. Donc, on peut la considérer comme une fécondation. Lorsque le contenu d'une cellule passe à notre cellule, c'est normalement le contenu nucléaire, c'est le matériel génétique d'une cellule qui passe pour s'unir au matériel génétique de l'autre cellule. On va la considérer comme une fécondation. Alors, le filament qui a donné le matériel génétique est considéré comme le filament mâle, et le filament qui a reçu le matériel génétique est considéré comme le filament femelle. La photo donc à droite ici montre le résultat de chaque cellule qu'on peut considérer donc comme un œuf. C'est le résultat donc de la fécondation. Alors donc ici, ça doit être une cellule diploïde, puisqu'elle a subi la fécondation. Alors là, il devait être donc, toutes ces cellules-là, ce sont des cellules haploïdes. Cette flèche nous indique donc le sens du passage du matériel génétique de la première cellule vers la deuxième cellule. La même chose ici, par des ponts génétiques qu'on a appelés donc des ponts de conjugaison. Filament mâle, filament femelle. Alors que là, c'est l'œuf. Alors on va revoir ce phénomène de façon réelle. Voilà donc le premier filament, deuxième filament qui se rapprochent l'un de l'autre. Voilà donc la création de ces ponts de conjugaison. Voilà le contenu cytoplasmique, le contenu de la cellule va passer dans la deuxième cellule, vous voyez. Voilà, il est en train d'être transféré. C'est le phénomène de conjugaison. Regardez. Voilà, c'est la fin donc de ce phénomène. Et la cellule qui a reçu le matériel génétique va donc créer l'œuf ou bien le zygote. C'est l'œuf ou le zygote. Donc, je vais récapituler un peu. Je vais décrire donc cette algue spirogyre. La spirogyre, de son nom donc scientifique, le genre Spirogyra, est une algue verte des eaux douces. Il a une forme filamenteuse. Tous les filaments se ressemblent, mais lors de la reproduction sexuée, certains jouent le rôle de filaments mâles, d'autres des filaments femelles. Au cours de cette reproduction sexuée, un phénomène important se produit. C'est le phénomène de conjugaison. Deux filaments se placent parallèlement et s'apparient. Des ponts de conjugaison se forment, ce qui permet le passage du contenu génétique d'une cellule, considérée donc comme le noyau mâle, à un chromosome haploïde, vers le noyau femelle à un chromosome pour former le zygote de un chromosome. L'œuf ainsi formé subit une méiose pour donner des spores qui germent pour former ensuite de nouvelles spirogyres, le développement de la spirogyre. Alors sur ce schéma, on reconnaît ici les filaments de l'algue spirogyre.
deux cellules de filaments. On reconnaît ici le phénomène de conjugaison, ici. Puis on reconnaît ici la formation de l'œuf. On reconnaît ici la méiose, regardez. Au départ, un seul noyau, puis deux noyaux, puis quatre noyaux, ça veut dire que c'est une méiose. Et la formation ici des spores. Et les spores vont germer dans l'eau pour reformer donc de nouveaux filaments de la spirogyre. C'est le cycle de développement de la spirogyre. Je vais vous donner donc les questions que vous allez utiliser pour répondre à l'exercice. Voilà, question. Première question. Annotez le cycle de développement de la figure en complétant la légende. Utilisez les données du document. Précisez à côté de chaque étape la formule chromosomique correspondante, soit N, soit 2N, puis divisez par deux traits le cycle en phase haploïde et diploïde. Troisième question. Déterminez dans quelles étapes du cycle se produisent les phénomènes fécondation, méiose et germination des spores. Je continue les autres questions. 4. Le gamétophyte est-il haploïde ou diploïde justifié? Alors, je vais vous dire que le gamétophyte, c'est la partie qui génère les gamètes. Générateur de gamètes, gamétophyte. 5. Quelle est la partie qui représente le sporophyte dans le cycle? Alors, le sporophyte, c'est la partie qui génère les spores, générateur de spores. 6. Schématiser le cycle chromosomique correspondant, utiliser des symboles appropriés et préciser son type. Voilà donc l'exercice. Place à la correction. Alors, je vais retourner au schéma du cycle de développement de la spirogyre. Le voilà. Premièrement, on va compléter la légende ici. Alors, le premier trait ici, la première flèche, vous les reconnaissez, donc ce sont les deux filaments de la spirogyre. Passons ici. Donc, le phénomène, vous le reconnaissez aussi, c'est le phénomène de conjugaison. Après, ici, la liaison qui relie les cellules des deux filaments, ce sont les ponts de conjugaison. Alors que cette cellule qui vient d'être formée à partir des deux parties génétiques différentes, c'est l'œuf par fécondation donc. Ici, ce sont les spores. Donc là, c'est la germination d'une spore. Maintenant, on va commencer, comme il est demandé dans l'exercice, de préciser à côté de chaque partie, de chaque schéma, la formule chromosomique. Est-ce que c'est N ou 2N? Alors, commençons par le filament. Puisque les deux filaments vont avoir des cellules qui vont s'unir, donc on peut les considérer comme haploïdes tous les deux. C'est N, donc chacune de ces deux cellules, c'est aussi N. Ici, les deux cellules sont ici haploïdes. La même chose ici, donc cette cellule est haploïde et l'autre cellule est aussi haploïde. La même chose là, haploïde, haploïde. Ici, une cellule se vide de son contenu et son contenu passe dans l'autre cellule, donc c'est N plus N. Ça va donner tout à l'heure 2, mais avant, on va donc séparer ce schéma par ce trait qui correspond à la fécondation. Donc ici, c'est la fécondation. Alors, comme je viens de dire, le contenu d'une cellule passe dans l'autre, donc le contenu total, c'est 2N. On retrouve la forme diploïde. Donc l'œuf aussi, c'est 2N. Cette cellule qui va subir la méiose, c'est aussi 2N. Alors là, c'est la fin de la phase diploïde. On va débuter, commencer la phase haploïde. Puisqu'ici, ce sont le résultat, les deux noyaux résultant de la réduction chromatique. C'est la réduction chromatique. Donc ici, c'est N, puis
oui N, et le spore aussi c'est N, et la spore aussi qui va germer, c'est N. Donc tout ce qui est en bleu avec la formule N, c'est la phase haploïde. Tout ce qui est en rouge ici, avec 2 N, c'est la phase diploïde. Alors, comme vous voyez ici, quelle est la phase la plus importante comparée à l'autre? Vous voyez nettement ici que la phase la plus importante, c'est la phase haploïde. Alors que la phase diploïde, elle est très courte. Il ne correspond qu'à la fécondation et l'œuf. Une fois l'œuf se forme par fécondation, il est vite divisé en cellules haploïdes par réduction chromatique. Donc, sa durée de vie est très courte. Alors que la durée de vie la plus longue, c'est celle des filaments. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout à l'heure que c'est un cycle haplophasique. Mais avant, on va donc continuer la correction. On vous demande dans quelles étapes la fécondation se passait. Donc, c'est l'étape numéro 5. Dans quelle étape on avait la méiose? C'est l'étape numéro 7. Dans quelle étape on avait la spore qui germe? C'est dans l'étape numéro 8. 4. Le gamétophyte, c'est la forme de la plante qui forme les gamètes. Donc ici, c'est le filament de la spirogyre, puisque c'est le filament de la spirogyre qui a donné les 2 gamètes qu'on a considérés comme mâles et femelles. Donc, le gamète est haploïde, et non pas diploïde, issu d'une spore haploïde. 5. Le sporophyte, c'est la forme ou la partie de la plante qui produit des spores. Ici, c'est l'œuf, parce que c'est l'œuf qui a subi la méiose pour donner des spores. L'œuf qui produit des spores par méiose. Le cycle est haplophasique, car la phase diploïde est très courte et ne correspond qu'à l'œuf. Schématisation du cycle chromosomique de la spirogyre. Alors, puisqu'on sait maintenant que c'est un cycle haplophasique et que la partie dominante, c'est la partie haploïde, on peut schématiser. Donc voilà, cycle chromosomique de la spirogyre. On va faire un cercle. Le cercle va correspondre à la phase haploïde et la partie vide va correspondre à la phase qui manque, c'est-à-dire la phase diploïde. Voilà, regardez. Alors, tout ce cercle, c'est la phase haploïde. Il correspond au filament de la spirogyre. 2 filaments vont se rapprocher l'un de l'autre pour subir le phénomène de conjugaison. Un autre filament de spirogyre. Ils vont subir la fécondation, c'est-à-dire la conjugaison. Ils vont donner l'œuf par fécondation, mais l'œuf va vite subir la méiose, la réduction chromatique, pour donner des spores. Voilà la première spore, la deuxième spore, la troisième spore, la quatrième spore par exemple. Chacune de ces spores va germer pour donner un nouveau filament de la spirogyre. Donc ici, ces spores ils sont haploïdes. Et la seule partie qui est diploïde, c'est l'œuf. Et on voit nettement que c'est un cycle haplophasique, car la phase haploïde est très dominante, la phase diploïde est très courte et ne concerne que l'œuf. La méiose suit immédiatement la fécondation. Donc la fécondation n'a qu'une très courte durée. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour l'avoir suivi. La vidéo prochaine, on restera donc sur d'autres exemples de cycles de développement et des cycles chromosomiques.